S'il y a un signal qui a clairement été donné le 26 mai 2019, c'est celui que les gens voulaient une rupture avec la politique passée. Les gens voulaient un changement et certainement sur toutes les compétences sociales. En het probleem is dat uw politiek, dat u hier voorstelt, gewoon het verder zetten is van de politiek van de Zweedse coalitie. Dat de VLD daarmee blij is, kan ik verstaan. VLD, we bewaren de Zweedse erfenis, competitieve onderneming dankzij de loonnormwet, verlaging van de vennootschapsbelasting, pensioenhervorming en behoud van de lastenverlaging taxshift. Dat de VLD keiblij is om te zeggen van wij gaan door met wat we altijd gedaan hebben, dat kan ik verstaan. Maar dat de linkse partijen daarmee ondertekenen, kom aan, dat versta ik niet. De mensen hebben gestemd om een breuk. Les gens ont voté pour une rupture avec un coup de barre à gauche par rapport à la politique de la suédoise. Comment est-ce que vous avez pu accepter un accord où ceux du VLD sont en train de dire c'est bon, on continue, on est content, le tax shift, on est content, la réforme du marché du travail, on est content, les pensions 67 ans, on est content. Ça, je ne comprends pas. Parce qu'il y avait un moment historique. Il y avait des votes qui avaient été exprimés pour clairement avoir une rupture. Le rapport de force était présent sur différents dossiers. Oui, la pension à 67 ans, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un détail. Oui, la pension à 1500, ce n'est pas un détail. Oui, la hausse des salaires, ce n'est pas un détail. Alors moi, je ne suis pas en train de dire ici que tout est mauvais. Ik ben niet aan het zeggen dat alles slecht is. Die 1,2 miljard voor de zorgsector, dat is een positief punt. Die 2,5% groeinorm, dat is een positief punt. Okay? Dat is ook door de strijd dat de witte woede-sector is gaan halen. Dat kan ik waarderen. Het feit dat er 7 vrouwen op 14 in de regering zijn, dat is een positief signaal. Maar het hoofdaspect toch van die breuk die is er niet gekomen. En dat is echt spijtig. Want dat signaal naar het linksvolk, naar het werknemersvolk, naar al die mensen die gehoopt hadden van een breuk, die is er niet. Les pensions. On l'a abordé tout à l'heure. La pension à 67 ans. Ça a été un combat commun de toute la gauche pour dire on veut un retour à la pension à 65 ans. Et alors, une semaine avant les élections, là c'est la totale, là on sort la grosse artillerie, le grand mensonge, on s'en fout, on balance la sauce. Et que nous dit M. Di Rupo? Je fais un point de rupture sine qua non pour la montée du PS au gouvernement, la pension. Bij de SPA had ik ook gehoord dat dat een belangrijk punt was voor jullie. Mag ik even citeren misschien? De pensioenleeftijd opnieuw verlagen naar 65 jaar is een breekpunt voor ons. Er is geen draagvlak om te werken tot 67 jaar. Breekpunten. Dat is een belangrijk punt. Ik ben totaal akkoord dat gans een programma niet kan gehaald worden in onderhandelingen. Dat is evident. Dat kan niet. Maar breekpunten in politiek, en zeker voor linkse partijen, daar moet respect voor zijn. En ik vind het echt spijtig dat zo'n punt, een breekpunt, vandaag zo gemakkelijk gebroken is. Alors, la question de la pension à 65 ans, ce n'est pas juste une promesse électorale, c'est aussi une nécessité. Premièrement, constatons déjà que dans l'immense majorité des pays européens, la pension est à 65 ans, que ce soit au Danemark, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, en Irlande, elle est à 65 ans. Il y a 2 pays en Europe qui sont passés à 67 ans en plus de la Belgique. Pourquoi, Monsieur le Premier ministre, nous voulons réduire cette pension à 65 ans? Je vais vous dire sa bonne et simple raison pourquoi. C'est que devant la mort, on n'est pas égal. L'espérance de vie, la différence d'espérance de vie entre quelqu'un qui a un diplôme universitaire et quelqu'un qui n'a pas un diplôme universitaire, qui a un diplôme de primaire, vous savez c'est combien en Belgique? 15 ans. 15 ans d'espérance de vie de différence en bonne santé. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est la raison pour laquelle nous, la gauche, on était fiers et on est toujours fiers de combattre pour pouvoir avoir une réduction non seulement de l'âge de départ, mais aussi, et permettez-moi d'introduire ça avant de donner la réponse, parce que c'est le deuxième dossier qui est lié tout de suite, celui des métiers pénibles. Tegenstellingen, die zijn er in de maatschappij. Tegenstellingen die zijn er rond de pensioenthema. Ik had het over die 15, 18 jaar verschil in levensverwachting en goede gezondheid. Dat is een verschil. De collega's van mijn vader, staalarbeider, die zijn nu aan het sterven. Omdat hij nu een brugpensioen is. Die zijn nu aan het sterven, terwijl dat andere delen van de bevolking, die in veel betere werkomstandigheden zijn, die kunnen doorleven. Dat zijn tegenstellingen. Ik vind die niet uit. En u had beloofd, uw minister, Baklijne toen, tot 67 jaar werken. Oké, maar er komt
een akkoord rond de zware beroepen. Heeft u 1 keer het woord zware beroepen gelezen in het akkoord? Pas un mot. Pas un mot sur les métiers pénibles. C'était essentiel comme question, la question des métiers pénibles. C'était la condition pour pouvoir permettre aux travailleurs dans plein d'autres secteurs de pouvoir souffler quand même. Mais aujourd'hui, ces métiers pénibles, c'est quelque chose d'important à avoir dans cet accord et je ne le vois pas. La pension à 1 500 €. Ah. Alors, premier point positif, vous en aviez débattu longtemps. Ça a été un point important de discussion. Et je vous rappelle qu'en septembre 2017, notre président Peter Mertens a lancé notre fameuse campagne pour les 1 500 € honnêtes lors de notre fête de Manifesta. Ce n'était pas évident qu'on allait déjà, 3 ans plus tard, avoir le point à l'ordre du jour. 180 000 signatures, notre loi d'initiative citoyenne a été récoltée, et je suis content que vous en avez débattu. Mais il faut pas dire la vérité aux gens. We moeten de waarheid kunnen zeggen. Is het netto of bruto? Laten we eens even samen rekenen. 1.580 €. Meneer Van den Broeke, ik neem u ook als witness er rond. U kent het thema. 1.580 € bruto. Dat is wat meneer Boucher gezegd heeft. Ik denk dat iedereen akkoord is eigenlijk dat er een akkoord is voor 2024, 1.580 €. Hoeveel is dat netto? 1.450. 1.450 netto in 2024. 1.450 € net. Ça, c'est l'accord que vous avez signé. Premier chiffre. Deuxième chiffre, c'est pour dans 5 ans. Permettez-moi d'y intégrer l'inflation. Il faut quand même avoir le respect un peu pour les gens. Vous savez, on ne mange pas avec l'inflation. Prenons ensemble un petit chiffre. 1,5%. Je veux être prudent. On va prendre le bureau du plan. Je ne vais pas prendre la Banque centrale européenne qui dit déjà 2%. Elle veut aller vers 2%. Franchement, prenons la limite. N'exagérons pas. Soyons concrets. 1,5% d'inflation sur 5 ans. On arrive à combien? On arrive exactement à 1 365 € net en équivalence pouvoir d'achat. 1 365 € net. Aujourd'hui, le minimum est de 1 291 € minimum, sur lequel on ne paye pas d'impôt, comme vous le savez. La limite est à 1 305 €. 1 291, donc c'est 75 € en plus. Ça, c'est la vérité. Nous avons mené la campagne pour les 1 500 € nets. Aujourd'hui et maintenant, ce sera en fait 1 365. Je ne vous ai même pas parlé de la durée des carrières, car comme vous le savez, c'est après 45 ans de carrière. 90% des femmes n'ont pas une carrière de 45 ans. Quand j'ai dit tout à l'heure que je trouvais très positif que 7 des ministres étaient femmes, et vraiment c'est un signal positif, mais je voudrais aussi que la politique qui soit menée soit favorable aux femmes. 2 tiers des travailleurs n'ont pas cette carrière de 45 ans. Et donc oui, la revendication de la gauche, la revendication des organisations syndicales, elle n'est pas tombée de n'importe où pour les 40 ans de carrière. C'est évidemment aussi pour tenir compte de ça. Or, dernier élément, geld. Ah, onbetaalbaar. Hoeveel betalen wij vandaag van ons PIB voor pensioenen? Professor, 10,8%. Juist, hè? Voilà, 10,8%. Hoeveel betaalt vandaag Oostenrijk voor zijn pensioenen? 14,9%. 14,9% van het binnenlands product. Exactly wat de commissie vergrijzing voorspelt voor de top van de vergrijzing wat het ons bij ons gaat kosten. Waarom kan vandaag Oostenrijk iets doen dat wij over een paar jaar in België niet gaan kunnen doen? Dat is het debat. En dus is het debat, en ik kom er straks op terug, rond fiscaliteit natuurlijk, haal het geld waar het is, maar niet bij de gepensioneerden. Niet bij de gepensioneerden, alsjeblieft. Je suis déçu de l'accord aujourd'hui. Je suis déçu de l'accord parce que pendant la crise du coronavirus, on avait dit le monde va changer. Les héros du corona, tous ceux qui ont continué à bosser, tous ceux qu'on a applaudis à 8 heures, et on les applaudit toujours, on va revaloriser leurs salaires parce qu'ils sont dans les secteurs les plus difficiles. Je parle des éboueurs, je parle des femmes qui travaillent dans la distribution, je parle du personnel de soins de santé, je parle de tous ces boulots qui ne sont pas assez valorisés au niveau financier. Petite question dans la salle, vous avez une idée combien gagne une travailleuse dotée de service? De l'heure? Non? Non. 11,5 € de l'heure. 11,5 € de l'heure. C'est pour ça
que nous, la gauche, on s'est battu pour une revendication importante, qui est celle d'avoir 14 € de l'heure. 14 € de l'heure parce que c'est ça la dignité. 14 € de l'heure parce qu'elle le mérite. 14 € de l'heure parce que les combats internationaux vont là-dessus. Beaucoup de travailleurs américains ont obtenir le salaire minimum à 15 $. Et on peut les féliciter. C'est un combat important. Je ne comprends pas qu'un point aussi important n'est même pas mentionné, même pas comme but, le fameux aller vers. Hein. Vous pourriez au moins mettre ça, aller vers même. Ça n'est même pas mentionné. Pire, en matière de salaire, on maintient la loi de blocage salarial, la loi de 96, la loi de la compétitivité. C'est la loi de 96 qui fait très concrètement, chers collègues, que les marges de négociation, vous avez une idée de quelles ont été les dernières années sous cette loi? Je parle au parti de gauche, linkse partij. Weet u wat de normen waren met zo'n wet toe te stemmen? 1,1% in 2019, 1,1% in 2017, 0,5 en 0,3 in 2015. Peanuts. Peanuts. Met die wet van 96 in het regeerakkoord over te nemen, dan geeft u geen één manoeuvreruimte meer voor de vakbonden om iets te onderhandelen. Dat is toch wel de grote ironie van de liberalen. Hè? De liberalen voor gans de economie, dat is vraag en aanbod. La main invisible du marché. Adam Smith. Vraag en aanbod. En wel, er is één domein waar de politiek zo tussenkomt, autoritair, in de marktregeling, om te zeggen, dit kan niet, hier mogen de lonen. En dat wil ook zeggen in een bepaalde sector dat het niet mag, met sancties. Dat is de loonvorming. Daar speelt het liberalisme helemaal niet meer. Daar gaat de politiek doorhakken van het mag niet. Zelfs als een patroon zou willen in zijn bedrijf zeggen, oh, hey, ik heb hier goede winsten geboekt. Allee, pak nu een voorbeeld. Colruyt. Colruyt, hè, want het is niet crisis voor iedereen hè, met de covid. Er zijn bedrijven die heel veel geld hebben gehad. Waarom mogen de werknemers van Colruyt geen loonsverhoging vragen? Waarom gaat die wet er alles toe doen dat ze dan niet eens gaan mogen vragen dat ze misschien 0,5 of 0,6? Als het dan gaat over competitiviteit. We hebben de berekening gemaakt onder Charles Michel. Op 5 jaar Charles Michel-regering is er 9 miljard van het binnenlands product van de werknemers vertrokken naar de werkgevers. 9 miljard. Het gaat natuurlijk van waar gaat de rijkdom naartoe? Competitiviteit. Wat gebeurt hier? België, we gaan vergelijken met Duitsland. Ze verminderen de lonen in Duitsland. U weet het, grote dumping in Duitsland. Dumping in Frankrijk. Wat doen we? Wij gaan ook naar beneden. Wat doen ze daar in Frankrijk? In België gaan ze ook naar beneden. Wat doen ze in Duitsland? Daar komen ze. Je hebt een spiraal naar beneden. Die wet die heeft wel gewerkt. En dat is denk ik het verschil tussen uw partij en de mijne. Is dat wij realiseren dat de competitiviteit van ons land, dat zorgt ervoor of je hier jobs kan houden of je geen jobs kan houden. U kan geen economisch paradijs hebben op een sociaal kerkhof. Daar zijn we het waarschijnlijk mee eens. Maar je gaat ook geen sociaal paradijs hebben op een economisch kerkhof. En dat is eigenlijk wat die wet 96 doet. Die wet 96 die houdt mooi een evenwicht tussen een sociaal beleid kunnen voeren, maar ook een economie hebben. Toen ik zei dat er 9 miljard vertrokken was uit de zakken van de werknemers, u had mij ook de vraag kunnen stellen, maar waar gaat dat geld naartoe? Ik had het direct antwoord gegeven. 12 miljard naar de aandeelhouders. Dat is bilan van de regering Charles Michel. En dat vind ik echt wel onrechtvaardig, meneer de eerste minister. Echt waar. U moet daar een beetje over nadenken, want uw collega's in Frankrijk, in Duitsland, in Nederland hebben exact dezelfde redenering. Ze nemen trouwens als voorbeeld, kijk maar naar de Belgen, het zijn dezelfde voorbeelden. Dus die spiraal naar beneden geeft koopkracht aan de mensen, geeft goede, deftige lonen aan de mensen. Zij gaan dan ook de economie laten doen produceren. U moet stoppen met het fabeltje om te denken dat de lonen verminderen die oplossing is. En ik vind nu met die wet die verder gaat gaan, gaat u gewoon na de covid-crisis verder met die spiraal naar beneden rond de koopkracht van de mensen en hun lonen. En ik vind, meneer de minister, dat als u voor vrijheid zou zijn in de economie, dat u gewoon die vrijheid zou geven aan de sectoren. Wat is er gebeurd met de koopkracht de voorbije 3 jaar? Is die naar omhoog gegaan of naar beneden gegaan? En ik denk dat de mensen die video zullen kijken van hoezo? Is een eerste minister aan het zeggen dat we allemaal koopkracht verloren zijn? Waarom? Omdat zij het allemaal meegeleefd hebben in hun echte leven. Denkt u echt dat iedereen ervan overtuigd is dat ze meer koopkracht hebben de laatste 4, 5 jaar? Meneer de minister, u leeft gewoon in een andere wereld. Dat is niet de realiteit die op het terrein beleefd wordt. Je suis un peu étonné quand même, c'est que dans l'ensemble des programmes des partis de la gauche était repris la revendication
de remettre au-dessus du seuil de pauvreté les allocations sociales. Et pour la petite histoire, c'était même repris dans la déclaration du gouvernement Michel. Alors ici, on est même en dessous de l'intention du gouvernement Michel, parce qu'on ne reprend même plus la revendication de dépasser les allocations sociales dans la déclaration gouvernementale. C'est uniquement arrivé au niveau du seuil de pauvreté. Le débat, il n'est pas plus loin que ça. Donc pourquoi la déclaration gouvernementale, la Vivaldi, va, dans les mots en tout cas, moins loin que la déclaration gouvernementale de Charles Michel? Franchement, je crois que c'est inexplicable au niveau des organisations qui luttent contre la pauvreté. De tekst die ons vandaag voorligt, ik wil het even voorlezen. Le texte reprend en matière de flexibilité du travail, je cite, l'accord annonce vouloir, je cite, faire une priorité d'augmenter la flexibilité et l'autonomie pour les travailleurs. On n'a pas besoin de plus de flexibilité. Il y a déjà tellement de flexibilité qu'on arrête de dessiner comme si la flexibilité est quelque chose de positif pour les travailleurs. Vous savez comment ça se passe, la flexibilité, dans la vraie vie, pas dans la vie des bisounours, des libéraux, où chacun dit « Oh, j'ai envie de travailler 3 heures le matin, oh, je vais prendre 2 heures l'après-midi ». Ça, c'est pas la vraie vie. Hein. Vous savez comment ça se passe, les libéraux, la flexibilité? Alors Robert, ouais, dit « J'ai besoin de toi demain 2 heures de plus, tu peux venir ?» Il répond quoi, le travailleur? Qu'est-ce que vous croyez qu'il répond, le travailleur? Oh non, hein, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, j'ai mon fils qui fait du football, j'ai ma fille qui fait du football aussi, j'ai envie de voir ma femme, ma grand-mère. Vous croyez qu'il dit ça au téléphone? Non. Ça, c'est dans une démocratie. Mais il n'y a pas de démocratie là-dessus en Belgique. Hein. Depuis quand est-ce que le travailleur est l'égal de son patron? Robert, tu viens? Oui, monsieur, je vais venir. Je peux pas perdre mon boulot. Dat is wat er gebeurt in heel veel bedrijven. En wat kan de mensen verdedigen tegen die situatie? Dat is de wet. Dat is de wet en de krachtverhoudingen van de vakbonden. De wet die kan zeggen van nee, hier moogt je niet zo ver gaan in overuren. Alors, autre point important du marché du travail, les malades longue durée. Les malades longue durée qui est quand même un problème très important parce qu'avec l'augmentation de la pression pour la fin des prépensions, notamment liées aux métiers pénibles, la fin des prépensions conventionnelles, beaucoup de gens se sont retrouvés en fait comme malades longue durée parce qu'ils n'en peuvent plus. Et les chiffres sont vraiment impressionnants. On est passé en 2010 de 280 000 malades longue durée à aujourd'hui 450 000. Echt waar, van 280.000 langdurige zieken in 2010, 450 vandaag. 450.000. Daar zitten we toch met een maatschappelijk probleem. Bijna 200.000 mensen zijn verder langdurig ziek. En wat lees ik in jullie budgettaire tabellen? Daar kon je toch in lezen dat u 200 miljoen wil besparen op langdurige zieken. Is dat tenminste juist, meneer de minister? Le chiffre 200 millions, vous confirmez? On n'a pas beaucoup de chiffres, mais ça, c'en était un. 200 millions d'économie sur les malades longue durée. Vous confirmez le chiffre? U gaat proberen altijd mensen in inactiviteit te duwen en wij gaan proberen mensen kansen te geven. Simpele vraag gesteld. Waarschijnlijk is het antwoord dus ja, 200 miljoen besparen. Heeft u al een beetje concreet die ervaring meegedeeld? Mensen die je vertellen een beetje hoe gaat dat parcours, hoe gebeurt dat? In het echte leven, niet in het bubbeltje van de wedstrijd, hè, meneer de minister. In het echte leven, wat gebeurt er? Daar wordt die druk uitgeoefend, ook op kankerpatiënten. Ik heb voorbeelden aangetoond de laatste 5 jaar. Tuurlijk dat. Mutualiteiten komen met cijfers. Duidelijk aangetoond dat mensen druk opgelegd wordt om terug aan de slag te gaan. Dokters die ons verhalen sturen, want tuurlijk dat, die druk is er. In welk leventje zit u, meneer de minister? Ik wil met u... Kom mee, ik ga die mensen luisteren. Tuurlijk staat die een druk daar van, jij moet terug gaan werken. En ik wil natuurlijk dat mensen terug werk vinden, maar in goede omstandigheden en in een situatie waar ze het aan kunnen. Die 450.000 mensen die vandaag langdurig ziek zijn, staat u er soms bij dat er een maatschappelijk probleem is? Staat u daar soms bij stil dat er een link is tussen alle maatregelen die u genomen hebben om de loopbanen af te schaffen en die 200.000, beste collega's, 200.000, wat een cijfer. Mensen die gewoon ziek gewerkt zijn. Dat is de real life. Ça, c'est la vraie vie, monsieur le Premier ministre. Dernier point en matière du marché du travail, les travailleurs sans emploi.
Mais cette dégressivité, ces allocations d'insertion retirées de tous ces jeunes, ça devait être un point quand même de rupture. On n'a même pas entendu des clashs dans les négociations au minimum sur le sujet. Ça devait quand même être un point important. On le sait, les travailleurs sans emploi, et vous le savez, mais du côté de la droite, depuis quand est-ce que mettre sous pression des travailleurs sans emploi? Depuis quand retirer de la bouche, et on est en train de parler ici de retirer de 300 € de la bouche, on n'est pas en train de parler des 5, 6, 8, 10, 11 000 € que certains politiciens gagnent. Je vous parle ici, ouais, mais je vous parle ici des chômeurs, moi. Depuis quand est-ce que retirer ça à des chômeurs, ça permet de trouver du boulot? Vous savez ce qui se passe avec quelqu'un qui retire le pain de la bouche, il ne cherche plus du boulot, il cherche à survivre. Tous ceux qui croient à ces fables, aan die fabeltjes, dat het brood gaat weghalen van uw mond, uw werk doet zoeken, dat zijn gewoon fabeltjes die op niks gebaseerd zijn in het echte leven. Niks gebaseerd. En in die zin had dit akkoord moeten terugkomen op de verschillende maatregelen die genomen worden tegen de werklozen. Fiscaliteit. Pendant la campagne électorale, moi je me suis dit, c'est parti, c'est bon. Là, on va l'avoir, l'impôt sur la fortune. Ça fait 30 ans qu'on en parle en Belgique. Ça fait à chaque campagne électorale, on en parle. Je me souviens encore, ik kan hem ook citeren. Ik vind dat, meneer Verstraeten, ik vind, Jean-Luc Dehane, dat is een referentiepunt vandaag blijkbaar. Dus Jean-Luc Dehane, dat was toen al discussie rond zijn globaal plan. Dat was van, oké, globaal plan gaat erdoor, maar we gaan wel de grote fortuinen doen betalen. Dat was toen al een discussie, 93. Maar hoe geraken jullie erin, die centrum- en rechtse partijen, hoe geraken jullie altijd in uw onderhandelingen alles voor doen dat dat in de vuilbak gesmeten wordt? Allee, hoe onderhandelen jullie dat? Want het is altijd hetzelfde. Dat wordt altijd naar voren geschoven en dan, hop, in de vuilbak. Il n'y a pas d'impôt sur la fortune. Pourtant, c'est la réponse à la question d'où doit venir l'argent. Parce qu'on me dit qu'on n'a pas de proposition d'argent. Moi, j'ai entendu ici plein de partis traditionnels me parler de l'effet retour. Vous avez déjà entendu ça, c'est un effet retour. Hop, tu mets 1 €, tu as 2 de retour. Ça, il n'y a pas de problème. Quand tu mets dans la tirelire, ça revient. Les économistes n'y croient pas du tout, mais ce n'est pas grave, on peut balancer tout. Nous, au moins, avec le PTB, on vient avec une proposition concrète, un impôt sur la fortune, 1% plus d'1 million d'euros, 2% plus de 2 millions d'euros, 3% 3 millions d'euros. Il y a une proposition de loi qui est là, 40 pages, tout est prêt. Et au cœur, rien, on fait rien. À nouveau, ce ne sera pas le grand capital qui va payer. Kom aan, dat je toch kunnen. Er is een oplossing om een paar miljard te gaan halen. Il y a la proposition du PS à 2,4 milliards qui a été évaluée par la Cour des comptes au niveau d'un impôt sur la fortune. Si on a besoin de l'argent pour les politiques sociales, si on a besoin d'argent pour résoudre la crise du Covid, mais qu'on allait introduire ce type de proposition-là. Je ne vous demandais pas tout de suite celle du PTB. Je croyais qu'on allait quand même revenir sur des mesures qu'a pris le gouvernement Charles Michel qui sont inacceptables. La TVA de 6 à 21% sur le gaz et l'électricité. Parce que ça, c'est toujours la même chose avec les libéraux. Ouais, nous, on est anti-taxe, on est anti-taxe, on est anti-taxe. Attendez, vous savez ce que c'est payer 15% en plus de TVA sur le gaz et l'électricité? Vous croyez que c'est pas payer des taxes en plus, ça? C'est vous qui avez décidé ça, hein, M. De Croo. Vous étiez déjà dans le gouvernement, hein? Vous étiez enthousiaste pour augmenter la TVA. On a appris tout à l'heure, d'ailleurs, que pas de taxe chez M. Pied-de-Bœuf. Oui, mais pas de taxe, c'est juste l'IPP. Parce que tout le reste, on peut rajouter. Quoi. Mais vous croyez vraiment que vous allez pouvoir berner les gens comme ça, avec des phrases aussi générales? Allez, il faut arrêter. Mobiliteit. Ik wil als positief onderlijnen die beslissing om de NBS geld toe te sturen. Echt waar. Ik vind het belangrijk dat in deze ecologische crisis er zoveel, 500 miljoen, naar NBS zo'n discussies. Ik vind dat heel positief. Er moet geïnvesteerd worden in de NBS. Er moet geïnvesteerd worden in openbaar vervoer. Dat is de oplossing voor de toekomst. Maar, M. Gilles, hier matin, j'écoutais RTL, je vois mon petit tasse de café et je me dis, ouais, voilà, un ministre qui a de la conviction pour défendre le service public, il a envie de ça. Et puis, je ne vous entends pas raconter à la radio que vous alliez introduire une expérience pilote de privatisation au chemin de fer. Avec l'exemple des Pays-Bas. Attendez. Alors, les Pays-Bas, je ne sais pas si vous avez déjà été aux Pays-Bas, en train, je ne sais pas, il faut une fois essayer. Donc, l'affaire est libéralisée là-bas. Donc, les prix ont augmenté de 25 à 40% là-bas. Pourquoi allons-nous importer des expériences pilotes qui nous viennent des Pays-Bas? La privatisation du secteur, la libéralisation du secteur, que je regrette, chers collègues des Colos, en 2003, je ne comprends pas comment vous avez pu avaliser une libéralisation du secteur.
Vous savez que la concurrence sur le chemin de fer ne va mener qu'à garder les lignes rentables. Une ligne rentable, c'est une ligne qui est bourrée massacre, qui peut être rentabilisée. Et encore, quand je dis rentabiliser, vous allez donner la liberté au chemin de fer de faire fluctuer les prix des tickets. L'offre et la demande. Donc pour moi, je trouve un ticket, c'est plus on en a besoin, moins ça doit être cher. Parce que c'est le moment où les gens utilisent le train, ils en ont le plus besoin. Donc en heure de pointe, tu ne vas pas rajouter encore des prix au ticket. Gezondheid. Gezondheid. Ik heb het gezegd in een intro. Een goed nieuws. Een goed nieuws dat die 1,2 miljard erbij komen. Een goed nieuws dat die 2,5% groeinorm erin zitten. Ik wil het hier onderlijnen. Het is een goed nieuws. Het is een nieuws die ook komt door de strijd. Er is hevige strijd geweest. Mijn kameraad Marco heeft er straks over gehad dat toen we het eerste amendement afkwamen, dat iedereen niet zo enthousiast was. Een amendement die ondersteund was door de linkse partijen, SPA, Groen, PS, Ecolo. Dat was toen een ondersteuning dat we samen kunnen gaan halen, ook met de strijd met de witte woedesector. Het was een beetje minder enthousiast op de rechterflank, maar zwart. Daar zijn we 400 miljoen gaan halen. Na de covid-crisis, strijd van de witte woedesector, 600 miljoen erbij en nog 200 miljoen komt erbij voor de gezondheid, welzijn, kei positief. Echt waar. Maar we weten de laatste jaren, als je ziet wat de projecties van het monitoringcomité zijn, 6,4 miljard naar medicamenten. Dat verhoogt meer en meer. En dat is niet alleen maar door consumptie, maar ook omdat Big Pharma bijna een monopolie heeft op veel van die medicamenten. We hebben een concreet voorstel hier in het parlement staan, onze Kiwi-model. Laat die concurrentie spelen. Gebruik onze collectieve koopkracht van de sociale zekerheid om die monopolievorming te breken. Door die concurrentie te spelen. U weet het bijvoorbeeld in Nederland, als u paracetamol gaat kopen of zo, bij Kruidvat of ik weet niet bij wat, waarom is dat daar 4 keer goedkoper dan in België? Waarom, beste collega's? Ik ga het zeggen. Gewoon omdat daar die concurrentie gespeeld wordt met een half Kiwi-model. Dat is natuurlijk maar alleen maar voor paracetamol, dat is niet voor alle medicamenten. Laat ons dat model hier inbrengen. Dat is een model dat 600 miljoen kan opbrengen. Dat is een concreet voorstel van de Partij van de Arbeid, PvdA. Dat is geen copyright, dat is copyleft. Neemt dat allemaal mee, dat is een concreet voorstel, daar gaan we voor. En ten tweede, rond gezondheidszorg is het duidelijk, ik ga er niet lang op terugkomen in het debat, maar dat jullie akkoord is van eigenlijk deze legislatuur nog verder te gaan met regionalisering. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand on me dit que la régionalisation des soins de santé, ça va apporter la situation plus proche des gens, la politique plus proche des gens. Bah, déjà, le siège du gouvernement, c'est où? C'est les rues de la Loi. Et puis, c'est où le gouvernement flamand? C'est Martelaarplein. Il y a combien? 600 mètres? Non, je sais plus. Donc ça, c'est plus près, quoi. Ça c'est plus près. En quoi est-ce que régionaliser des compétences de soins de santé va apporter plus près? Il y a des différences partout. Mais en Wallonie, entre des milieux plus ruraux et des plus urbains, ça existe en Wallonie, comme ça existe en Flandre. Il n'y a pas de raison à aborder ça d'une manière régionale. Bruxelles a certainement ses spécificités. Moi, je ne nie pas ça, qu'il n'y a pas de différence. Mais ces différences, elles sont nationales, elles ne sont pas régionales. Mais pourquoi le faire d'un point de vue régional? Si ce n'est que de rentrer dans une concurrence politique, une concurrence budgétaire, une concurrence qui finalement a mené quand même au chaos qu'on a eu avec la crise du Covid. Parce qu'ici en Belgique, c'est la même chose. On prend toujours la même chose. On prend un ministre, on divise en 3, et dans les 5 minutes qui suivent la décision, on décide quoi? De refaire une réunion interfédérale, parce qu'il faut quand même parler les uns avec les autres. Et donc ce que je vous dis, donc ça c'est le cas au niveau des soins de santé, le climat c'est la même chose, les voies hydrauliques c'est la même chose. Donc chaque fois, on divise, puis on refait des réunions. Pourquoi? Parce que les SCO, ils ne s'arrêtent pas en Wallonie, quoi. Il n'y a que nous qui croyons que ça s'arrête. Le poisson, il continue. Lui, il n'est pas occupé avec toutes ces limites administratives, etc., etc. Donc, plutôt que de subdiviser, remettons des choses essentielles au niveau fédéral, notamment les soins de santé. Allez, je vais finir en beauté, évidemment, c'est le nucléaire. Le nucléaire. Alors là, l'accord qui a été signé au nucléaire, ça les amis écologistes, on va fermer le nucléaire, sauf, et là il faut lire en petites lettres, s'il n'y a pas assez d'énergie disponible. Alors là, vous avez quand même bien compris dans quel piège il vous enferme. Rassurez-moi, parce que ça on le sait depuis 2002 déjà, que ce sera ça, on ferme, sauf s'il n'y a pas assez d'énergie. Mais le problème c'est quoi? Wat is het probleem? Dat geen investeringen gaan komen in hernieuwbare energie. De patroon van Eneco is daar duidelijk rond. Zeg, ja, waarom ga ik nu investeren in windmolens als ik niet weet of die nucleaire centrales verder gaan? Dat is trouwens geen fictie. Hè?
Tijdens de COVID-crisis is er op een bepaald moment een daling geweest van de vraag op elektriek. Een grote daling. Waarom? Omdat de bedrijfswereld relatief geïmmobiliseerd was. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd toen de piek gedaald heeft? On a fermé quoi, à votre avis? Les centrales nucléaires ou les 140 éoliennes d'Eneco en mer du Nord? Ben, je vais vous le dire. C'est évidemment l'éolien qu'on a fermé. Hein. Parce qu'Electrabel lui dit « Attendez, bon, ça doit continuer à produire, l'énergie nucléaire, vous n'avez pas fermé. » Et donc, le problème, c'est que le nucléaire est problématique pour pouvoir lancer des nouveaux investissements. Et donc, on est dans la spirale où, je vous le dis, ils sont en train de négocier tranquillement au niveau Electrabel, etc., pour qu'on n'ait pas les capacités qu'il faudra, et qu'on devra dire on maintient le nucléaire encore plutôt ouvert. Et la solution à ça, c'est des investissements massivement publics. Moi, je ne comprends pas qu'on continue à croire que l'économie de marché va résoudre nos problèmes écologiques. Et si quelque chose nous a été appris quand même de toutes ces luttes des jeunes, il y a 2 ans, c'est qu'il faut une volonté politique pour casser cette économie de marché qui ne pense qu'au profit et d'aller vers une économie neutre en carbone qui sera au service des gens. Et ça, le marché ne va pas le résoudre, chers amis écologistes. Il faut un investissement public massif. Je vais petit à petit clôturer en exposant peut-être le type d'opposition que vous allez avoir dans les 3 années à venir. Want er zijn verschillende typen opposities hier in dit parlement. Je hebt dus de regering Vivaldi en je hebt die rechtse vleugel. Een rechtse separatistische vleugel, waar de bedoeling is om de mensen te verdelen. Om te gaan zeggen dat alle fouten zijn van de Walen, van de migranten, van de doppers, van de werklozen, van iedereen eigenlijk. Bij de N-VA zijn nu wij iedereen geworden. Wij zijn zo'n type oppositie niet. Wij zijn zo'n type oppositie niet. Wij zijn een positieve oppositie. Een sociale oppositie. Een bindend oppositie om terug hoop te geven aan de mensen. Wij moeten die hoop geven. Wij zullen in de jaren die nu komen tuurlijk met fundamentele kritieken afkomen. Dat is ook onze rol en u moet dat ook begrijpen. De wantrouwen in de bevolking is zo diep dat er duidelijk een nood is aan een alternatief. Wij hopen dat de strijd dat we gaan voeren met veel verschillende componenten in de maatschappij de regering zullen dwingen om betere oplossingen te nemen. We hebben het voorbeeld gehad van de wittewoedensector en de fondbourse blanche. Wij zullen mobiliseren. Wij zullen kritiek staan. Wij zullen met voorstellen komen. Wij zullen hopen ook dat de strijd in de andere landen ons ook zullen helpen. We zijn hier vandaag in het Europees Parlement. On est au Parlement européen, pour une fois. Peut-être l'occasion de faire un appel aussi à tous les peuples du monde. Vous aurez compris, chers camarades de France, d'Espagne, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, que nos politiques utilisent vos victoires ou vos défaites contre nous en matière de salaire. Que vos victoires, nous, on peut s'en servir pour les convaincre d'avoir des avancées sociales. Il y a une Union européenne qui est en train de se construire aujourd'hui, c'est celle du fric. Une Union européenne qui est en train de se construire aujourd'hui qui est au-dessus des gens et qui pense qu'au marché libre, et ces grandes multinationales, les Volvo et compagnie. Mais il y a une autre Union européenne, celle des peuples qui luttent. Je parle de ces femmes espagnoles qui se battent pour le droit à l'IVG. Je parle des travailleurs français qui se battent. Vous parlez de tous les peuples du monde et M. Lonens veut vous poser une question. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer Hedebouw, het is eigenlijk altijd boeiend om u te beluisteren. En waarom dat boeiend is omdat u overtuigd bent van uw verhaal. Maar wat ik in dit land zo wat bijzonder vind, is dat de kracht en de waarheid van fierheid niet door iedereen wordt onderkend. Waar zit die Waalse fierheid? Vind ook die Waalse fierheid. Hè? U zal er allemaal bij groeien. En dat is ons verhaal. Dat is geen verhaal van verdelen, dat is het verhaal van kansen grijpen, van weten wat je kan, van trots zijn op uw identiteit en openstaan in de wereld. Maar voeg er een diepere laag aan toe. Besef wat uw identiteit is en haal daar uw kracht uit. Hè. Dit land zal er beter bij varen. Over identiteit gesproken. Meneer Lonens, toen u zei jullie en Wallonië, dan dacht ik van, heeft hij het over mij? Of jullie? Maar ik ben geen Waal, ik ben gewoon een Belg, ik ben gewoon een linkse man van de wereld, maar ik ben geen Waal. Waarom komt u daarop tussen? Dat is toch, ik ben verkozen door het Belgisch volk. Ik voel me even goed in Luik. Ja, maar jij hebt een probleem, maar ik niet. Hè. Ik voel me even goed in Luik, in Antwerpen, in Gent, in Brussel, overal. Nee, ik voel me goed. Nee, wacht. Als ik in Antwerpen ben met de dokwerkers, als ik in Antwerpen ben
met de mensen die in de spoed werken. Als ik in Antwerpen ben, met alle mensen, met het werkvolk, dan ben ik daar thuis. Ik ben één van hun. Ik ben geen Waal die van Vlaanderen komt. Ik ben één van hun. Nous sommes fiers d'être les travailleurs de Belgique. Nous sommes fiers d'être les travailleurs d'Europe. Nous sommes fiers d'être les travailleurs du monde. Et on ne s'enferme pas d'une petite identité comme ça. Comment mieux finir un discours comme ça, par cette identité de classe qui est importante. Et elle sera importante dans les années à venir. Parce que vous, jullie op de N-VA, jullie probeert de mensen te verdelen. Jullie van het Vlaams Belang, jullie probeert de mensen te verdelen om te doen denken dat hun problemen beneden zitten. Om beneden te gaan meppen. Om beneden te gaan meppen bij de migranten. Om beneden te gaan meppen bij de werklozen. Om beneden te gaan meppen bij de werknemers. Maar de oplossing die is boven. Boven moeten wij gaan kijken. En ik ga jullie niet overtuigen. Maar degene die ik overtuigen, dat zijn de werknemers in Vlaanderen, in Brussel en Wallonië. Boven ligt het probleem. Nog nooit is er zoveel rijkdom geweest in België dan vandaag. Elk jaar 12.000 nieuwe miljonairs in euro. 12.000 nieuwe miljonairs in euro. En wel, ik zeg, als we een problemen willen oplossen, dan gaan we onze maatschappij moeten veranderen en dan gaan we het geld moeten gaan halen waar het is. Ik dank u en wij gaan door met de strijd.